Bienvenue à vous à Presse Éco, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de BF1. C'est l'heure de votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec, bien sûr, nos chroniqueurs. Aujourd'hui, nous allons évoquer, encore comme toujours, des sujets qui ont marqué l'attention au plan national. D'abord, on commence avec cette libération d'otages au nord Mali, opération dite française, américaine et burkinabé. Et puis, nous évoquerons en second sujet la crise donc à la Sonapos, crise entre les travailleurs et la direction générale. Et puis, troisième sujet, ce sera toujours 2020 avec les candidatures qui sortent comme des champignons. La dernière en date, c'est celle du professeur Soma, donc, qui a lancé sa candidature pour 2020. Et puis, en international, ce sera au Togo avec la réforme constitutionnelle qui a été adoptée par le Parlement. On va en parler avec mes chroniqueurs qui sont sur ce plateau-là. Je reçois donc comme invité aujourd'hui à ma droite Dr Faustin Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis juste à l'extrême gauche, Bilgo Lionel, il est directeur Afrique de Téménéis Média. Merci Bilgo d'être sur ce plateau. Et puis juste à côté de Bilgo, à sa droite, Mamadou Ali Kompaoré, journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur. Merci d'être sur ce plateau, Mamadou Ali Kompaoré. Et puis, dernier invité, c'est Salifou Ouedraogo, il est journaliste fondateur de Racine, qui était un journal burkinabé. Merci Salifou de t'adjoindre à l'équipe de Presse Éco pour analyser l'actualité. Merci encore une fois. On va parler de Racine à la fin de l'émission. Alors, donc, on commence avec ce sujet-là qui a marqué l'attention de tous les esprits. C'est cette opération qui a été menée au nord du Burkina. On avait eu vent de la prise d'otage de deux Français au Bénin qui sont passés par la suite au Burkina. Mais et puis après, c'était un peu le calme plat. Et puis, subitement, une opération a été menée, en tout cas, qui a été fructueuse, on va dire ainsi, sauf quand même les dégâts qu'il y a eu. Deux Français sont donc décédés. Alors, c'est une opération, on va préciser déjà, c'est une opération française, américaine, burkinabé, ou tout simplement une opération typiquement française, parce que là, on n'est pas totalement dans les détails. Salut, vous pour commencer. Oui, je remercie cette opération qui a été menée conjointement avec l'armée burkinabé, nos forces de défense et de sécurité, avec des forces étrangères, puisque les otages ont été enlevés, pas sur le territoire burkinabé, mais je crois que les otages ont été enlevés dans le parc de la Pandéry au Bénin, et c'est grâce à cette collaboration des forces de défense du Burkina Faso, et américaines et françaises qui ont permis de libérer les otages. Et je félicite cette manière de faire et j'aime cette collaboration militaire. Et si cette collaboration continue, nous allons venir à bout du terrorisme. Mais justement, du côté français, quand on écoute le commandement français du côté de la France, n'évoque pas trop la participation du Burkina. J'estime que les Américains ont fourni des renseignements, mais sur le plan opérationnel, on n'évoque pas du tout le Burkina. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans la collaboration militaire, bon, moi j'ai écouté, j'ai suivi vraiment ce qui s'est passé, mais la France a remercié le Burkina Faso pour son implication. La France a remercié les forces de défense et de sécurité du Burkina pour avoir facilité les opérations sur le terrain. D'accord. Bilgo? Oui, c'est une opération qui a réussi, mais ce qui m'a marqué, c'est dans le discours en fait, du côté français. Si vous écoutez bien le discours après la libération de ces otages, pour quiconque n'est même pas français se sentirait fier d'appartenir à ce peuple-là. Ils ont dit, je cite, « Quiconque s'attaquera à la France et à ses ressortissants, la France ne ménagera aucun effort pour aller les chercher là où ils sont et les exterminer. » Ça, c'est fort venant de la part d'un pays que pour deux otages, ils développent en fait toute cette stratégie pour aller les récupérer et les chercher, pour les ramener à la maison, quitte à perdre des soldats. C'est ce que nous attendons aussi dans nos nations et dans nos pays, que nous ne ménagions aucun effort, que nous soyons armés, que nous soyons civils, citoyens, que nous soyons intellectuels, etc., que chacun montre en fait que pour le cheveu d'un seul Burkinabé, on est tous prêts à mourir pour sauver ce Burkinabé et pour sauver l'intégrité de notre territoire. C'est dans le discours aussi, ça donne quelque chose à voir de ce que c'est qu'une nation mobilisée
autour de ces actions. Ça aurait été au Burkina, on allait encore dire l'armée, les droits de l'homme, l'armée n'a pas respecté ci et ça, etc. Alors que là, c'est une opération qui a été menée. Certainement qu'il y a eu des autorisations interterritoires qui sont venues peut-être après. On n'a pas forcément attendu tout ça. Et puis voilà, le but étant de libérer ces otages-là et d'arrêter les terroristes qui ont fait cet enlèvement-là. Ouais, mais Bilbo, quand on met tout ça en analyse, c'est sur le territoire burkinabé que les terroristes se trouvent avec des otages français. Et la France qui fait une incursion au Burkina Faso, mène une opération pour libérer deux otages. Est-ce que ça voudrait dire que le Burkina n'est pas à même ou capable de le faire? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut aussi dire que le Burkina a signé des accords militaires avec la France qui permettent justement à la France de sillonner sur le territoire burkinabé. L'enquête a démarré au Bénin, ça implique plusieurs pays. Et avant que les otages ne soient transférés dans le Massina malien, eh ben, ils ont voulu intervenir au Burkina Faso. Il y a des accords militaires entre le Burkina et la France. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. On sait qu'il y a une base militaire qui n'est pas très loin d'ici et qui peut intervenir entre le Burkina et la France. Après, la question que vous posez, ça remet en cause en fait ce que nous voulons. Si nous partons signer des accords, et on sait des milliers d'accords que nous avons signés, ces accords-là en fait permettent à des personnes ou à une armée étrangère d'intervenir dans notre pays. Oui, c'est justement ce que je voulais dire, hormis l'intervention, qui est certainement encadrée. Quand, par exemple, les terroristes traversent depuis l'est du Burkina, quittent le Bénin et se retrouvent au nord, et qu'il faut que la France vienne, alors que le Burkina a aussi une armée. C'est là la question. Est-ce que le Burkina aujourd'hui est un pays qui est capable de tout simplement sécuriser ou prendre des otages pour les remettre à leur pays? Tout est question de moyens. Et moi, je pense que dans cette guerre aussi, il y a une espèce d'hypocrisie entre les États. Chaque puissance, en fait, recueille ces informations, ces moyens. Il y a comme une espèce de rétention. Parce que si en une espèce de 48 heures, on arrive à libérer 2 otages français, donc, alors qu'ils partaient à l'origine pour 2 otages français, se sont rendus compte qu'il y a bien plus que ça, qui ne sont pas des Français, un Américain et un Asiatique. Si en l'espace de 48 heures, on peut faire ça, ça veut dire que et les États-Unis qui ont collaboré et la France qui a déployé cette force ont les capacités d'accompagner le Burkina et de nous aider aussi à exterminer tous ces milices-là. Donc ils ont les moyens satellitaires, ils ont les moyens d'écoute téléphonique, ils ont tous les moyens technologiques. C'est pour ça que je disais sur ce plateau même que cette guerre-là, nous en tant qu'Africains, il faut qu'on réfléchisse de façon endogène à explorer les pistes même originelles de notre existence, de nos royaumes et de nos sociétés, pour arriver à bout. On n'arrivera pas à bout en s'appuyant sur une technologie étrangère. Oui, d'accord, une réaction? Je voudrais vraiment aborder dans le même sens que Lionel. Effectivement, cette guerre-là, une seule armée ne peut pas la mener à bon port. Parce qu'il a parlé d'une question c'est une question de moyens. Notre armée, quelle que soit la puissance de notre armée, il y a une question de moyens. Et avec la collaboration des forces étrangères, qui a permis de délocaliser les assaillants et puis les débusquer. Parce qu'il y a une question de moyens qui est fondamentale. D'accord. Alors, Évariste, la question c'est ça. Bilgo l'a un peu effleuré. Tout le monde s'étonne. C'est-à-dire que pour 2 Français, la France est capable de mobiliser tout un arsenal militaire, etc., faire une opération à plus de milliers de kilomètres. Mais pendant ce temps, il y a Barkhane qui est là. La France dit je mets Barkhane, je finance G5 Sahel, etc. Et puis les terroristes continuent d'écumer le Sahel. Est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi tout le monde s'étonne? Nous savons très bien que dans ces pays-là, il y a une tradition qui sacralise la vie d'un citoyen. La vie d'un citoyen français ou d'un citoyen américain n'a pas la même valeur que la vie d'un Burkinabé ou d'un Malien. Ça, nous le savons. Mais ça, qu'est-ce qui fait que ça prend de la valeur? Il appartient aux populations elles-mêmes d'être cohérents dans leurs discours, dans leurs actions. Si les populations elles-mêmes s'en fichent de leur vie et confient la gestion, la destinée de leur vie à des incapables, à des gens qui s'en soucient peu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nul ne peut se prévaloir de cette turpitude. Maintenant, dans ces pays-là, c'est clair, pour la vie même d'une seule personne, on peut mobiliser toute une armée parce que la vie d'un citoyen est sacrée. Ça, c'est des traditions marquées. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. Barkhane, ça participe, ce que j'appelle l'hypocrisie, en fait, de la lutte contre le terrorisme. Ils ont les moyens en 3-4 mois de finir avec ces histoires-là, mais ça ne les arrange pas, parce que c'est du business qui est tout en derrière ça. On a fait des débats sur ça pour le montrer. Il y a toute une économie qui sous-tend ces occupations, et ça permet aussi de justifier le retour sous une autre forme. Tout ça, c'est la géopolitique et stratégique. Maintenant, c'est vrai, on a tout suivi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Moi, je ne sais pas, j'ai même vu que les otages ont été reçus par le chef de l'État. Moi, je n'ai aucune fierté, parce que j'aurais été fier si les otages avaient été libérés par les FDS
Et à côté de ces otages-là, des généraux, des colonels burkinabés, moi j'aurais été fier. Mais là, franchement, sur un territoire national, on me parle de collaboration, mais de quelle collaboration? Les accords, vous pensez que, nonobstant, malgré l'existence des accords, ça c'est de la politesse. Ils auraient pu pas faire autrement, hein, de venir et puis au retour peut-être informer qu'ils sont venus récupérer leurs otages. Ça c'est de la courtoisie politique. Et quand vous recevez même le rapport du général Lecointre, parce qu'ils ont fait un débriefing, ouais, écoutez, c'est clair, hein. C'est des renseignements. Des renseignements, c'est pas une affaire de connaissance du terrain. On peut connaître le terrain étant à Paris. Ils ont tous les moyens pour ça. Donc, Alors, Ali, c'est devenu une bataille, on va dire, médiatique. La France qui communique de son côté se tire à elle seule la couverture. On oublie un peu le Burkina. Le Burkina aussi qui réagit, le président du Faso qui reçoit les otages au palais de Kosiam. On a vu le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Vraiment, c'est devenu une affaire internationale. Mais en même temps, à côté, on a vu aussi que l'otage américain n'est pas passé à Kosiam. Bon, je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire des 2 soldats français. Ce sont des jeunes gens qui ont moins de 30 ans. Et puis m'incliner aussi sur la mémoire de du chauffeur béninois qui lui n'a pas connu, enfin, qui lui a connu un sort beaucoup plus triste. Parce que, bon, je m'excuse, hein, je voulais d'abord saluer plutôt la libération des otages français, là, américains et sud-coréens. Et puis m'incliner sur la mémoire du chauffeur béninois qui lui a connu un sort assez pénible. Il est mort dans cette affaire. Bon, et évidemment que face à cette situation, tous les pays impliqués vont tenter de tirer la couverture vers eux. La France qui a mené l'opération, bien entendu, dit qu'elle a mené l'opération, même si elle cite le Burkina. Elle cite le Burkina par courtoisie, parce que j'ai bien écouté le chef d'état-major de l'armée française qui disait qu'ils ont eu les informations. Ils sont arrivés sur le terrain. Ils voulaient savoir d'abord si les otages étaient avec d'autres personnes. Il ne fallait pas toucher aux otages et ceci, cela. Nulle part on a parlé de l'armée burkinabé à côté. Mais ceci étant, c'est sur notre territoire. J'imagine que notre armée, même si elle n'a pas pris part de façon à l'action opérationnelle pour la libération des otages, elle était quand même là. Sur le plan logistique. Sur le plan logistique, mais il faut aussi reconnaître qu'on a pris les gens à l'est et qu'on les a ramenés au nord. Donc vous voyez tout ce parcours-là, ça veut dire que notre armée, nos renseignements n'étaient pas très bien informés sur le circuit. Il a fallu la France, il a fallu les États-Unis pour libérer ces messieurs et ces dames. Saluons cela et puis essayons de voir comment nous aussi, nous pouvons travailler pour que notre armée, nos services de renseignement soient assez puissants, soient assez forts, pour que prochainement, ce soit nous qui soyons au-devant de telles actions et non d'autres pays, même si nous avons des accords de défense et de sécurité. Parce qu'apparemment, on remarque qu'ils ont mené l'action tout seuls et après, bon, ils nous associent à la victoire. Alors, mais je reviens sur la question. Oui. Comment se fait-il que 4 otages, 2 Français, une Française, dit-on, une Sud-Coréenne, une Américaine, dit-on. Même là encore sur le sexe, il y a problème parce que du côté américain, on parle de ressortissants américains, les Français parlent de ressortissantes américaines. Donc, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'a pas vu la ressortissante ou le ressortissant, en tout cas américain, à Kosiam. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Écoutez, vous savez, tout ça, au nord de notre pays, il y a du tout. Hein. Des gens peuvent venir sous plusieurs formats. On peut dire que c'est des journalistes qui viennent pour enquêter, c'est des touristes qui viennent, c'est des évangélistes qui viennent, alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont peut-être d'autres activités. Alors, quand ils sont pris comme ça, et ces pays-là sont très bien organisés, et Bilgo l'a si bien expliqué tout à l'heure, ces pays sont très bien organisés, on ne saura jamais l'identité réelle et les fonctions réelles de ceux qui étaient sur le terrain. Donc, ils ont libéré leurs otages. Je crois que ça suffit à leur bonheur, ils s'en vont, c'est tout. En plus de la thèse d'Ali, on n'oblige aucun citoyen d'aller se présenter, un otage, d'aller se présenter devant un président. S'il ne veut pas que son visage soit découvert par sa propre famille ou bien par ses voisins, etc., il a le libre arbitre, le droit de refuser d'aller publiquement faire une cérémonie protocolaire. C'est dans ses droits. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand même, pourquoi aujourd'hui on se pose même la question de l'apport à minima de l'armée burkinabé? Regardez ce qui s'est passé. Ça se passe sur notre territoire. Et nous, vous comme moi, sommes obligés d'attendre des informations venues de l'Occident pour voir le déroulé de la libération. Le ministre de la Défense burkinabé aurait pu faire cet exercice-là. Dès que les otages sont libérés,
peut-être même l'orchestrer avec les otages derrière lui pour expliquer. Oui, mais la partie burkinabé, on a vu le communiqué du ministre. Donc, non, mais c'est on a vu on va dire aussi le satisfecit du président du Faso, il a tweeté, il a fait un tweet. Donc quand même, ils ont réagi, même si c'est peut-être après. Oui, c'est ça qui minimise un peu leur dire par rapport à ce que nous avons eu comme information. Même tous les médias, j'ai pu faire la une des médias, tous ont recueilli en fait la quintessence des mots du ministre français dans son discours, dans son discours et dans sa conférence de presse. Donc on aurait pu avoir cette information-là ici si on communiquait davantage et mieux et surtout à temps pour nous permettre aussi d'équilibrer. Parce que moi, rien ne dit que les militaires ou l'armée burkinabé n'a pas été d'une aide farouche et importante pour la libération de ces soldats-là. Mais n'allez pas demander aux Français de se mettre en arrière-plan dans une opération qu'ils ont eux-mêmes initiée peut-être, même si on sait que sur le territoire burkinabé, l'armée burkinabé est assez courageuse et je crois qu'ils ont joué un rôle très important, il ne faut pas le minimiser. Vous pouvez réagir toujours sur l'absence de l'otage américain à Kossia, mais je voudrais qu'on aille un peu plus en avant pour parler un peu des conséquences de tout ça. Qui gagne quoi et qui perd quoi et qui avait besoin réellement de cette communication, cette publicité qui est devenue... Ce n'est pas une publicité. Parce que moi, d'abord, Loukman, moi j'interviens sur ce plateau en tant que journaliste. Tout à fait. Je ne roule pour personne. Je dis ce que moi je ressens comme conviction. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Mais dans cette guerre-là, tout le monde doit s'engager. Tous les patriotes doivent s'engager pour mener cette guerre-là. L'armée burkinabé a été d'un apport. Sinon, la France ou les États-Unis ne peuvent pas s'immiscer dans un territoire français et burkinabé, aller libérer des otages sans l'implication de l'armée burkinabé. Et il y a une question de moyens. C'est pourquoi G5 Sahel est là pour renforcer les capacités militaires de notre armée. Donc c'est une collaboration qu'il faut saluer. Oui, justement, sur la question, on est tous d'accord qu'il y a une participation du Burkina. Alors, comme Lionel le disait, c'est en France qu'on nous donne les détails. Les Français vous donnent des détails. Nous avons observé le mouvement. Nous avons par la suite, en 2 heures du temps, déclenché. On a demandé au président de signer l'accord, etc. Pendant ce temps, au Burkina, on ne dit pas qu'est-ce que le Burkina a fait, notre armée a fait ça. Voilà, c'est ça aussi la question. La communication militaire ne doit pas être rendue publique comme ça. Nous sommes en guerre. Donc, l'armée a son bon droit de ne pas communiquer largement sur ses actions. Vous ne voulez pas que ce soit vraiment par voie de presse que vous allez apprendre la stratégie militaire de nos forces de défense et de sécurité. Il faut être vraiment réfléchir autrement. Je crois que sur l'absence... Je trouve que le peuple a confié sa destinée dans les mains des incapables. Bon, ça, je crois en tant que communicateur, c'est trop fort. Il ne faut pas traiter vraiment nos gouvernants d'incapables. Je pense que ce n'est pas un monologue entre nous. Non, allez-y, il réagit à ta séquence. Non, il est dit. Allez-y. Salifou, vas-y. Pas de coups. Non. Salifou réagit. Je pense que ce n'est pas un monologue. Et quand je dis... Bon, il est très émotionnel. Voilà. Non, allez, Salifou, allons-y. Allons jusqu'au bout du plan. Je crois que dans cette guerre-là, il faut qu'on soit tous solidaires. Parce que ça a commencé depuis l'avènement au pouvoir du président régime. Ça a commencé depuis l'avènement au pouvoir du président Roch. Donc il faut chercher les voies et moyens pour combattre ce fléau. Merci. Oui. Voilà. D'abord, quand il dit que je dis qu'on a confié la gestion de nos pays à des incapables. Mais les incapables, je n'ai pas défini. Les incapables, c'est depuis peut-être les indépendants jusqu'à maintenant. Les incapables, c'est depuis 91 jusqu'à 2015 et de 2015 jusqu'à maintenant. Donc je ne sais pas pourquoi ils s'offusquent. C'est la gouvernance était très mal. On a conduit nos pays dans un gouffre. Et le pire, c'est que nous ne voyons même pas le fond. Maintenant, moi, c'est vrai que des notions comme solidarité, patriotisme, c'est vrai qu'on est tous des Burkinabés, mais on n'a pas la même définition. C'est-à-dire, ce que lui, il entend par solidarité, patriotisme, moi, je n'ai pas forcément la même vision. Parce que patriotisme ne veut pas dire que je vais me rester silencieux pendant qu'on est en train de m'amener à l'abattoir, mais je vais applaudir. Non. Moi, je dis que si un État n'a pas les moyens de me défendre, qu'il me donne les moyens de me défendre.
Et je refuse qu'on vienne m'égorger chez moi parce que, non, c'est ça ma notion. Donc, l'État doit se donner les moyens de défendre les citoyens. Ça, c'est ma vision. Maintenant, c'est vrai que je pense que le manque de réactivité de nos FDS, de nos autorités, il faut comprendre. Parce que si vous n'avez pas les informations, ça veut dire que ça vient en plus confirmer ce qu'on dit. C'est leur degré d'implication. Ils ont été impliqués à quel niveau? Si vous n'avez pas les informations, vous allez communiquer sur quoi? C'est ça. Ben voilà ce que j'avais à dire. Oui, Ali, sur cette question. Bon, je pense que dès la première attaque sur Cappuccino, sur ce même plateau, nous avons dit ici que notre pays était en guerre. À l'époque, on nous a traités d'apatrides, de ceci, comme les mots que Salif emploie. On nous a traités de tout ça. Mais ça n'a pas empêché que notre pays se retrouve dans le bourbier dans lequel nous sommes aujourd'hui ici. Personne sur ce plateau n'est pour que le pays soit en difficulté. Mais nous sommes des analystes de la situation. Nous ne sommes pas là non plus pour accompagner toutes sortes d'informations. C'est vrai que l'armée ne va pas nous dire nous avons utilisé 3 militaires, nous avons utilisé... Non, mais l'armée a le droit aussi d'expliquer à son peuple comment il agit. Si l'armée n'explique pas à son peuple comment il agit et qu'une autre armée étrangère explique, permettez-nous de douter de la capacité de notre armée, ce n'est pas notre faute. D'accord. Voilà. Allez, maintenant, avec toi, on va continuer. On a l'occasion. Je rappelle déjà aux téléspectateurs qui peuvent maintenant appeler, s'inscrire sur notre liste et puis on les rappellera pour leur intervention sur le sujet qu'ils auraient aimé, sur lequel ils auraient aimé intervenir. Alors on va tout de suite évoluer sur cette question-là. Vous parlez de la dotation du Burkina en armement par le Qatar. Je crois que c'est une quarantaine donc, de blindés donc, offerts au Burkina Faso récemment. Oui, ça, il faut saluer cette coopération de Burkina Faso et le Qatar. Parce qu'effectivement, pour bien combattre, il faut aussi avoir des équipements. Et je pense qu'avec ces blindés, notre armée a des éléments, du matériel complémentaire pour pouvoir faire son travail sur le terrain, protéger d'abord la vie de nos soldats et puis ensuite nuire à celle de ceux qui nous attaquent. Bon, maintenant, il faut aussi faire attention à tous ces genres de cadeaux parce que ces pays-là aussi sont des pays qui sont cités aussi de temps en temps dans cette nébuleuse terroriste qui circule dans ce pays. Il serait très bon qu'avec ce nouveau matériel roulant que le pays a reçu, notre armée monte en puissance. Mais il faut ajouter qu'avec ce matériel donné, les Qataris ont également aussi insisté sur la nécessité que les Burkinabés se parlent entre eux. Parce que c'est ça réellement qui viendra à bout de ce qui nous arrive aujourd'hui. Bilgo, une coopération militaire très active, Qatar, Burkina, ce n'est plus tellement la France, etc., mais c'est maintenant les Qataris. Oui, je pense que la péninsule arabe cherche à accroître en fait sa relation internationale vis-à-vis de l'Afrique. Vous savez, on dit que l'Afrique, c'est l'avenir du monde, l'Afrique évolue. Seulement, il n'y a que les Africains qui ne savent pas en fait leur valeur et leur importance. Donc, tous les continents se dirigent vers l'Afrique. Maintenant, il faut se poser souvent, il faut faire attention. On dit des blindés, est-ce que c'est vraiment des blindés ou pas? Il ne faut pas flatter nos enfants, ils vont aller dedans et puis se faire exploser, et puis se percer, etc. Bon, c'est un don dans tous les cas. C'est un don. Il nous appartient, quand on reçoit des dons, après qu'on ait remercié le donateur, de bien s'assurer de la qualité et de l'utilisation qu'on fait du matériel. Il ne faut pas qu'on prenne au mot ce que le donateur a dit. Il faut qu'on s'assure que les dons sont de qualité. Je vais vous raconter une anecdote. On a été reçu par une délégation de l'Union européenne une fois qui était venue faire un don. Et au journal de 20 heures, un don de 80 millions de francs CFA. Franchement, on n'est jamais tombé aussi bas dans la mendicité, dans la réception du tout et du n'importe quoi dans ce pays. Jusqu'à un jour encore qu'on ait vu qu'il y a un pays arabique qui est venu donner des carcasses de moutons déjà surgelées au Burkinabé. D'où viennent ces carcasses? Comment sont-ils été congelés? Pourquoi ne donnent-ils pas de l'argent pour qu'on achète du bétail qui fait vivre l'économie burkinabé à la hauteur du don qu'ils ont fait? Qui a égorgé ces carcasses? Pour quel sacrifice ça a été fait, etc. On ne sait même pas. Donc, moi, je pense que le tout n'est pas de recevoir... Les Burkinabés ont toujours consommé ces carcasses, il n'y a jamais eu de problème. Mais attendez... Et on n'imagine pas que ça puisse passer clandestinement sans que ce soit les services d'hygiène... Non, mais la question, Loukman, c'est l'impact psychologique qu'on fait à tout un peuple. Si au journal de 20 heures, vous avez 80% de dons, c'est que vous-même, en tant qu'enfant de ce pays-là, vous vous dites vraiment ça ne va pas. Et on vous contraint déjà psychologiquement à être demandeur officiel. Donc, à un moment donné, il faut changer. Juste quelque chose sur le Qatar. Il faut vous rappeler qu'il y a quelques temps, le Qatar aussi était indexé comme étant un pays qui soutenait un peu le terrorisme. Je pense que ce don
le Qatar tente de se faire... Oui, on se souvient donc de la confrontation diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar il n'y a pas longtemps. Voilà, donc peut-être à travers ce don, le Qatar tente de se faire une nouvelle virginité, et tant mieux. D'accord. Oui, c'est Salifou. Ali a raison. Alors, est-ce que les chars qu'on a reçus, c'est des blindés, etc. On en a donné aussi au Mali, mais par la suite, on a vu qu'au Mali, il y en a qui ont sauté sur des mines. Voilà, donc ils sont allés à Lambo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être... C'est sûr que tu n'es pas spécialiste sécurité. Oui, je ne suis pas de secret militaire oblige, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut être rassuré que tous ces dons-là sont faits et que réellement c'est efficace? Oui, c'est un don. On ne pèse pas un don. On ne pèse pas un don. Il faut remercier les donateurs parce qu'ils nous viennent en aide. Cette question, je crois qu'il ne faut pas chercher à expertiser les chars donnés au Burkina Faso. Bon, attendons de voir sur le terrain, on comprendra. Avec les mots? Non, mais pas sur le terrain, on comprendra. Non, avec les mots. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, Lionel, je ne crois pas qu'à ce niveau de combat contre le terrorisme, le Qatar, qui cherche à redorer son blason, ne va pas donner de la pacotille à une armée d'un pays pour se défendre. Non, je ne crois pas. C'est à nous de savoir. Parce que justement, la question ici, c'est ça. Parce que dans d'autres pays, on va prendre tous les bons exemples, quand c'est fait comme ça, on voit quand même des analystes, ceux qui connaissent bien sûr l'armement, évoquer ces questions-là. On le voit en France quand on commande des avions, etc. Vous avez des centres, des stratégies, etc., qui s'expriment sur ça. Aujourd'hui, on ne dit rien. Si on ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. D'accord. Parce que le Mali, le Burkina n'est pas seul. Le Mali aussi en a bénéficié en 2017, je crois. Oui, là, il y en a qui ont volé un éclat. On en a vu sur des mines. Ah oui, oui. Au Mali? Ça, je peux te le dire. Okay. Alors, ça aussi, c'est différent. C'est une forme de bizarrerie, j'avoue, quand j'ai vu ça. Et je me dis que dans le cadre de la lutte anti-impérialisme, ça, c'est vraiment la forme suprême même de l'hypocrisie. Parce qu'il nous souvient que le nom du Qatar est cité à côté, en Sardine, Moudjao, où on coupait les bras. Et c'est vrai qu'au niveau international, il y a eu beaucoup de rapports qui ont fortement impliqué le rôle financier du Qatar dans les soutiens et la création de ces groupuscules qui viennent nous endeuiller ici chez nous. Maintenant que ce soit de la communication politique et autres, je veux bien. Moi, je veux bien. C'est vrai bien. Peut-être qu'ils essayent de se rattraper, de redorer leur blason. Ça, on peut vraiment leur faire le crédit. Mais quand on sait que les facteurs en fait, du terrorisme, ce sont des facteurs un peu asymétriques, comme on le dit, moi je me pose la question, quelle est l'efficacité parce que le char c'est un instrument classique de guerre. Depuis Clausewitz, après, cavalerie et autres, tout ça moderne. Je me demande vraiment, je pose la question, s'il suffisait des chars pour arrêter ça, je ne sais pas, au Mali, justement, vous avez pris des exemples. Je ne sais pas, peut-être qu'on aurait pu avoir autre chose plus efficace, c'est ce que je me demande comme question. Oui, Dilgo, pour terminer sur le sujet. Moi, j'aimerais quand même revenir sur la question de l'expertise du don. Quand Salifou Ouedraogo dit qu'il ne faut pas expertiser, je crois qu'il faut faire attention. Il faut remercier le donateur. Souvenez-vous que l'Assemblée nationale a reçu des tablettes. Ça fait du bruit et avec juste raison. Un pays étranger qui vient vous offrir des tablettes, expertiser pour voir... Le siège de l'Union africaine aussi, on a eu le débat autour. Expertiser le matériel pour voir s'il n'y a pas... On sait qu'il y a ce qu'on appelle de l'espionnage stratégique international. Expertiser au moins le matériel pour être sûr que ce qu'on vous donne en fait en arrière-plan, il n'y a pas une idée cachée. Mais pareil pour les chars. Et s'il y a des mouchards dedans qui géolocalisent le déplacement de l'armée au profit d'autres intérêts, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être que le commandement militaire va le faire, mais ne le dira pas. Non, oui, peut-être, mais moi je réponds à Salifou Ouedraogo qui dit qu'il ne faut pas expertiser. Merci, on va revenir sur ce débat-là avec les téléspectateurs qui vont appeler. Alors, second sujet, crise à la Sonapost. Là, on est dans le mouvement social. Crise à la Sonapost, à la Société nationale des postes. Il y a eu une crise qui a... comme on en voit un peu partout, des sittings, des travailleurs pour des questions donc, corporatistes. Mais cette fois-ci-là, le problème est un peu plus s'écorché avec la prise en otage ou la séquestration du DG par la suite, exfiltré par la police. Évariste Konsebo. Bon, c'est vrai que s'agissant d'une crise au niveau d'une organisation du reste parce étatique, mais quand même autonome, parce que la Sonapost a quand même une autonomie financière de fonctionnement. On me dira toujours que le premier responsable a été nommé par donc, le parti au pouvoir, ça je veux bien, mais
le responsable lui-même qu'il est devenu a une responsabilité sociale. Parce que même si vous avez été nommé par le chef de l'État et que vous êtes aux affaires, vous avez une responsabilité sociale à partir du moment où vous dirigez des groupes, des regroupements d'individus. Maintenant, quand on a suivi... Bon, moi, c'est vrai, hein, on ne peut pas ne pas vouloir le lier à tout ce qui se passe au niveau national, les grèves perlées, les mouvements d'humeur, on ne peut pas ne pas le lier. Mais pour le cas spécifique de la Sonapost, quand on analyse, bon, c'est vrai que je me dis que peut-être il y a eu rupture de... Mais justement, la question ici, c'est le mode d'action des travailleurs, des agents. C'est condamnable, voilà, justement. Non, c'est-à-dire ils ont introduit en fait un mode condamnable parce que c'est la violence. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être il y avait d'autres modes, mais sur cette forme-là, ça je dis, je ne veux pas vraiment forcément lier à ce qui s'est passé depuis l'insurrection jusqu'à maintenant, mais quelque part, il y a quelque chose qui vient en fait motiver les gens. Mais d'un autre côté aussi, on se dit que bon, c'est peut-être aussi un problème aussi de compétence, parce que quand on voit les problèmes venir, il faut les anticiper, il faut les prendre en charge. Alors, Salif, on a entendu le secrétaire général de ce syndicat dire que ils avaient leur sitting, ils avaient souhaité que le premier responsable, le directeur général, vienne à eux, mais il s'est trouvé qu'il s'est fait remplacer par son secrétaire général. Donc, pour les grévistes, ou en tout cas les travailleurs, c'est un manque de considération. Voilà pourquoi il s'en est suivi donc cette violence-là. Bon, selon moi, le problème est plus profond que ça. Parce que le Burkina Faso a traversé vraiment une époque d'accomplissement historique avec l'insurrection populaire des Tentes et Tantec, octobre 2014. À partir de ce moment-là, depuis cette insurrection, dans notre pays, nous avons assisté à une mutation de mentalité gravissime. Actuellement, il y a certaines personnes qui croient pouvoir régler toutes les questions, politiques ou syndicales, à la manière insurrectionnelle. Ce qui n'est pas normal. Ce qui s'est passé à la Société nationale des postes, maintenant qui a changé de nom, Poste Burkina Faso, c'est condamnable, comme Kosemo l'a dit. On ne peut pas, un syndicat ne peut pas se lever, aller extirper un directeur général de son bureau, retirer les clés de sa voiture et l'expulser. Et dire qu'ils ne veulent plus du directeur général, qui est pourtant un employé comme vous. Le directeur général de la Sonapost a été recruté comme les syndicalistes. Ça a été un appel à candidature. Ce n'est pas le régime qui l'a nommé. Mais il faut que l'Union d'action syndicale redresse cette action syndicale. Il faut arrêter cela. D'accord. Parce que ça ne grandit pas l'Union d'action syndicale, ça ne grandit pas notre pays. Alors, on a assisté... Et j'ai même, selon mes sources, Loukman, j'ai appris, je ne connais pas le DG de la Sonapost. Oui. Et je ne le connais pas. Mais selon mes sources, c'est sa rigueur à la tête de la Sonapost qui a provoqué tout ce mécontentement-là. Oui, il y a ça aussi, mais il y en a aussi, il y a d'autres informations comme quoi, pour changer de logo, la communication a coûté des centaines de millions également aussi. Donc ça se voit, hein, les arguments s'y valent quelque part. Oui, la question ici, c'est de dire, est-ce que les syndicats... Par les réseaux sociaux. Oui, d'accord. Voilà, la question ici, c'est de dire... Ça n'a pas de crédit. D'accord. La question ici, ce n'est pas de dire, est-ce que les syndicats avaient raison? Le contrôle de l'État qu'il a dévoilé. D'accord. La question, ce n'est pas de dire si les syndicats avaient raison ou n'avaient pas raison. Ce n'est pas l'opportunité, mais c'est leur attitude ici dont il est question. Ali. Bon, ce qu'on a vu ici, c'était déplorable qu'on vienne extirper comme ça. Mais contrairement à ce que Salif Ouedraogo dit, mais c'est les effets collatéraux de ce que tu as pompeusement appelé insurrection populaire, qui en fait n'en est pas une. Donc cette action a engendrer une manière de régler les problèmes par la violence. Voilà. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Donc il faut s'en prendre à ceux qui ont fait ce hold-up-là le 30 octobre 2014. Merci. Maintenant, pour revenir à la question donnée, effectivement, ce monsieur, il a été sorti d'une manière qui n'est pas très correcte dans un état de droit, mais il faut aller aussi au fond de ce qui se passe dans ce pays. La société s'appelait société. Il faut faire l'histoire de cette affaire, hein, parce que la poste était collée à l'Onatel. Ils ont dissocié ça.
Et à un moment donné, on a pensé que la Poste allait disparaître. Ce sont des individus, des messieurs qui sont là-bas depuis, qui ont redressé la Poste. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui marche à merveille, qui brasse beaucoup de milliards. Donc c'est normal que les gens s'intéressent maintenant de plus en plus à la Poste. Il y a des cadres à l'intérieur de la Poste. Donc quand on fait un appel à candidature, comme tu dis, on fait venir un banquier qui dit, lui, il n'écoute que le président, lui, c'est au président seul. Il rend compte, c'est bien, c'est le chef suprême, c'est le président du Burkina Faso, qu'on lui rende compte, c'est très bien. Mais aussi, on discute avec ses travailleurs pour prendre les décisions. Et ce côté de ce monsieur, tu dis tout, à chaque fois quand tu parles, tu dis que je ne le connais pas, je ne le connais pas. Moi non plus, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne connais personne. Donc, ce sont les faits que nous analysons. Ce sont les faits que nous analysons. Tu permets, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Donc, ce sont les faits que nous analysons. Donc, les faits montrent ici qu'on a un DG qui ne s'occupe pas, qui n'écoute pas ses travailleurs. Quand on regarde, la société s'appelait Sonapost. Ils ont transformé Sonapost à La Poste. Ça a coûté 120 millions de francs CFA. Cette action, qu'est-ce que ça veut dire? De Sonapost à La Poste, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, le monsieur, il ne prend pas en compte les dépenses qui sont menées à l'intérieur. Il n'y a pas de discussion. Il va même jusqu'à dire à ses travailleurs que lui, il ne répond que du président du Faso. Oui, mais Ali, à côté aussi, on a vu aussi circuler des arguments contraires où il y a, par exemple, qu'il a fait aussi un travail quand même d'économie dans par exemple, les formations au Maroc, etc. Il y a aussi des avantages, des choses qui ont été dites. Je ne dis pas que ce monsieur n'a pas travaillé. Ça, ce serait pas... ça ne ressemble pas à Ali comparer ce genre d'argument. Voilà. Mais je dis, même quand on travaille, on est venu dans une boîte, on a trouvé des gens qui sont dans la boîte depuis un certain temps, on en tient compte, on travaille avec eux. Merci. Et puis il faut rappeler, qu'aujourd'hui, les gens ont mis en place ce qu'ils appellent la caisse autonome de conciliation et tout. Ils ont besoin de renflouer cette caisse. Alors ils mettent à la direction des sociétés qui ont beaucoup d'argent. Merci Ali. Leur mulet. Bilgo va terminer sur ce sujet. Bilgo, l'attitude du syndicat a été condamnée de façon unanime, sans tenir compte de l'opportunité, ce qui motive, dans tous les cas, il y a certainement des raisons corporatistes. Alors, une autre chose, c'est que le ministre est venu négocier le retour du DG. Alors, on se pose la question, quel peut être désormais le climat de travail? Est-ce qu'un tel DG peut encore revenir et continuer de travailler quand on connaît... Ça, c'est le signe d'un pays en lambeaux. C'est dramatique, c'est pathétique ce qui s'est passé et c'est hyper condamnable. Et je pense d'ailleurs qu'au niveau des meneurs, ceux qui ont violenté le directeur, ceux qui ont poussé les portes, je pense qu'il faut faire tomber des têtes pour clairement donner la leçon. Dans ce pays, on ne peut pas continuer comme ça. Mais en même temps que l'on fait ça, il faut se poser des questions de fond. Il y a une question de légitimité des dirigeants. Est-ce qu'aujourd'hui, les administrés accordent une légitimité à ceux qui les dirigent et qui les pilotent? Si cette question est posée fondamentalement, on pourra ensuite chercher la cause de cette illégitimité des dirigeants. Ensuite, je reviens pour vous dire une chose. Quand vous regardez, il faut lutter même contre les postes à nomination. Faisons des concours, que ceux qui sont nommés, des appels à candidature, avec des recrutements fiables, fondamentaux, pour recruter des personnes dignes de ce nom et mettre à la tête de nos sociétés. Comme ça, en fait, en réalité, même s'il n'y a pas acquaintance avec le président du Faso ou avec le gouvernement, on ne pourra pas ensuite donner à ce dirigeant-là le crédit d'être du sérail, d'être en fait sorti de la botte du président ou du gouvernement. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on nous a nommé quelqu'un, les postes à nomination, c'est vraiment, il n'y a pas de mérite à être nommé. Il n'y a pas de mérite. C'est juste parce que tu connais quelqu'un et qu'il connaît quelqu'un. Ce n'est pas que vous êtes le plus intelligent, c'est pour ça que vous êtes nommé. Pareil, comme ici, ce n'est pas parce que nous sommes les plus intelligents et que ce que nous disons, c'est plus véridique. C'est une opportunité qui nous est donnée d'être assis ici. Attendez, je termine, parce qu'ils ont plus parlé sur ce sujet que moi. Oui, d'accord. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on reparle de la question de la légitimité. Ali disait quelque chose, mais j'enfonce le clou. Roch Marc Christian Kaboré et le régime actuel ne récoltent que ce qu'ils ont contribué à s'aimer. C'est-à-dire la désintégration totale même du respect du socle commun et du vivre ensemble. Depuis l'insurrection, même bien avant l'insurrection, depuis 2011, souvenez-vous que pendant l'insurrection, 2 ministres ont sauté parce que les salariés du ministère ne voulaient pas les voir à la tête de ce ministère. On les a virés. Et sous la transition aussi. Et sous la transition. On a viré. Sous la transition également. C'est-à-dire que maintenant, c'est ceux qui sont dirigés
qui veulent même choisir, voire dicter leurs lois à ceux qui viennent. Dans ce cas-là, on ne fera pas de transformation administrative de notre pays. La tyrannie du peuple. Je termine en disant, tout à l'heure, le directeur de l'ONU, pareil, il a été désavoué par ses salariés, mis à pied, erreur grave que le gouvernement a commis, mis à pied pour ensuite le faire revenir. Ça veut dire quoi? On donne un certain pouvoir, un certain poids à la masse dirigée pour leur dire, en fait, en réalité, on négocie avec vous. Ce qui se passe là, c'est grave. Le ministre n'a pas à aller négocier avec les salariés. D'accord, c'est compris. Oui, très rapidement, et puis dis la suite aussi. Voilà. Parce qu'il a parlé de légitimité. Parce que moi, je dis que c'est un conflit social. Je le dis parce que la gestion des organisations, c'est pas de la politique. C'est vrai, il y a le mot de nomination, hein, mais je peux dire que le fait de faire un appel à candidature ne garantit à rien la crédibilité du processus. On peut très bien le vicier. Cependant, même si on doit trouver des gens au niveau du MPP, il y a des compétences au niveau du MPP. Parce que moi, je vois que c'est un problème de compétences. Parce que pour qu'on en arrive à un conflit social, ça veut dire qu'on l'a vu. Qu'un président dise, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il ne rencontre qu'au président du FAS, c'est faux. Mais il y a le conseil d'administration qui est là. L'organe suprême, c'est le conseil d'administration. Donc, dans tous les cas, quand on regarde, bien sûr, en condamnant l'action des syndicats et autres, tout, quoique je sais que dans ce pays, on ne peut pas condamner un syndicat. Moi, je souhaite, mais on ne peut pas. Je pense qu'il ne peut pas revenir parce qu'il a été désavoué. Salif, voilà. Vous avez dit quelque chose en une minute. Voilà, question de management. Faut... Question aussi de comment est-ce qu'on revient dans ces conditions-là pour pouvoir travailler, avoir la légitimité, avoir les coudées franches pour conduire son action. Bon, ce n'est pas une question de légitimité. Parce que le problème, comme je le dis, est dans les esprits. Il faut qu'on abandonne vraiment cette position, cet esprit post-insurrectionnel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde défie l'autorité. Le chef, on le défie. On défie le chef, on défie l'autorité. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment vivre en état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Le DG qui a été nommé a des résultats, a des obligations de résultats. Et ce n'est pas un groupuscule de syndicats qui doit le diriger. C'est lui qui doit diriger. Et il faut qu'on soit respectueux. Merci, on va terminer. On aura l'occasion de revenir sur Juste une seconde. Il a dit qu'on ne peut pas diriger comme les insurgés. Mais Salif, ce sont les insurgés qui sont au pouvoir. Merci Ali. Vous-même, dans votre raisonnement, vous avez fait l'apologie de l'insurrection. Donc, souffrez que l'insurrection gouverne toujours le Burkina Faso. L'insurrection a été collective. Oui, mais c'est une insurrection qui gouverne. Je ne crois pas que ce soit le régime actuel qui a amené seul l'insurrection. C'est l'insurrection de tout un peuple. D'accord. Alors donc, on va continuer, parler cette fois-ci d'élection de présidentielle 2020 avec une autre candidature qui s'est fait connaître la semaine dernière. Il s'agit du professeur de droit constitutionnel, professeur Soma. Soma qui donc se présente avec un mouvement, le Soleil du futur. Donc, il est candidat, il a annoncé déjà sa candidature. Analyse, Bilgo? Bon, moi, j'ai déjà donné mon point de vue sur sa candidature. Je ne le connais pas personnellement, mais je dis tout simplement que c'est tant mieux si la jeunesse commence déjà, en tout cas, à se lancer à la conquête du pouvoir. Maintenant, on sait qu'à l'approche des élections, très souvent, il y a des diversions politiques. Il y en a qui créent des partis politiques juste pour pouvoir faire ensuite le grand rassemblement si second tour il y a. J'espère que lui, il est vraiment sincère dans son propos et qu'il ne roule pour personne, entre guillemets, et que personne ne le fait rouler aussi, entre guillemets. Et puis ensuite, au-delà de ça même, c'est qu'on va se retrouver, la course va être très serrée au moment des élections, parce qu'on va se retrouver vraiment avec un bon bassin. Jusque-là, en tout cas, on a quelques candidats déclarés, mais on sait que... On est au-delà de la dizaine déjà. Voilà. On sait que ça va... Si on prend les déclarés, les intentions des déclarations, on avoisine la quinzaine déjà. On sait que ça va grandir. Mais ce que j'ai trouvé regrettable, c'est qu'à chaque conférence de presse de lancement d'un parti, on a un discours un peu euphorique, qui emballe un peu les populations. C'est beau à voir, c'est mielleux, mais nous, on aimerait avoir en fait la quintessence du programme politique. Ce pourquoi les personnes vont s'engager pour pouvoir l'analyser, le décortiquer dès maintenant. Mais là, ce n'est que le lancement. Moi, je pense qu'on lance un parti politique avec un programme, avec une idée novatrice, pour faire changer les choses, pas avec de la théorie ou avec du verbiage. Il faut donner un programme clair, chiffré, quantifiable et qualifiable, pour que nous, on puisse ensuite donner notre avis sur ça. Oui, le professeur Soma dit qu'il est ni libéral, ni socialiste. Il fait les deux de façon opportune. Alors, c'est une idéologie qui déjà fait vaciller un peu les pensées. Non, ça ne fait pas vaciller. Quelle est cette idéologie, en fait? C'est l'opportunisme. Non, c'est l'opportunisme.
En quoi est-ce qu'il est différent des autres? Même moi, je pourrais pu être candidat il y a 5, il y a 10 ans. Je ne l'ai pas fait, c'est que j'estime qu'il y a d'autres personnes qui peuvent incarner. Le problème, c'est l'ego, en fait, au Burkina. Tout le monde veut être président. C'est pour faire quoi? Mais c'est légitime, la Constitution. Tout à fait, permet non, à je ne chacun d'être critique candidat. pas. Sur le plan, c'est légitime. Mais voilà, l'idéologie, c'est quoi? C'est de remplacement. Ils veulent se positionner, je veux bien. On met en avant la jeunesse. Moi, je veux bien, hein, mais je veux une jeunesse qui peut être utile, une jeunesse qui a quelque chose à donner. Mais je ne veux pas une jeunesse qui va venir pour remplacer la vieille garde, pour faire pire. C'est ça. Moi, je veux bien, il est jeune, c'est vrai, j'ai rien contre les jeunes. Moi-même, j'étais jeune. Bon. Maintenant, c'est vrai que j'ai regardé avec le recul. Mais quand même, avec mon expérience de l'analyse en fait, de la scène politique, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas le seul, il y a d'autres. Beaucoup de gens savent. Peut-être que le professeur Soma aurait pu être utile en allant joindre une autre formation, peut-être, ou même le pouvoir. Pourquoi pas? Parce que c'est les idées. Vous pouvez amener des bonnes idées qu'on va prendre. Maintenant, c'est quoi? La stratégie qu'on a connue, c'est quoi? C'est se positionner pour en plus négocier un poste de ministre. Ce n'est pas plus que ça. Ça pourrait être aussi... C'est une opinion. Hein. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas ça qu'il veut faire. Est-ce que c'est mieux, Soma, est-ce que c'est mieux? Mais on voit aussi Tahirou Barry qui a été très jeune, qui a été candidat, Soma ensuite. Alors tout le monde parle aujourd'hui, on a vu au Sénégal Ousmane Sonko, on a vu par exemple l'exemple peut-être réussi, c'est la France avec Macron. Est-ce que tout ça, ça ne change pas l'esprit? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un changement de perspective? Bon, vraiment, si je compare l'éminent professeur Soma, il a agi exactement comme Tahirou. Ils ont opté la même démarche parce que je crois savoir que le professeur Soma, sous la transition, était au cabinet du Premier ministre. Et par la suite, ils ne se sont pas entendus. Il a vraiment tenu des propos virulents contre son propre ministère. Et le ministère s'est séparé de lui. Et exactement comme Tahirou Barry, qui était dans le gouvernement, et après qui a rendu sa démission, qui a critiqué le gouvernement dans lequel il travaillait. Donc, c'est comme Consibo vient de le dire, chacun veut être président. Et une fois au sein du gouvernement, c'est ça qui explique toutes les difficultés du régime actuel. Roch a des problèmes parce qu'il travaille avec des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne se connaissent pas. Chacun a une idée derrière sa tête. C'est être président un jour. Ouais, c'est pourquoi je crois avoir, quand vous prenez, la dernière fois je suivais la conférence de presse du secrétaire à la formation politique du MPP, et le chat noir de Nayala, qui fustige le fait qu'au sein du gouvernement MPP, il y a des gens oui, mais là, qui ne sont pas OK. On parle de Soma. Moi, je veux dire, je viens. Plus... Bon, Soma, la nouvelle formation politique nous égare de par son obédience. Le soleil du futur. Soleil d'avenir. D'avenir, voilà. Soleil d'avenir. Il dit que lui, il pratique le socialisme, il pratique le libéralisme des droits communs et le socialisme d'exception. Libéralisme des droits communs, c'est de ma petite expérience, je crois que ça veut dire que c'est de l'impérialisme. Et c'est de l'équilibrisme, comme il le dit. Donc, je crois que c'est pas bien. On ne décrète pas, un changement d'équipe gouvernementale. Il a son approche de la question politique. Je crois que ce qu'il dit là, c'est qu'il est libéral comme tout le monde. Mais par exception, il est socialiste. C'est-à-dire que sur les questions d'éducation, de santé, sur les questions sociales, il a une approche qui est socialiste. Mais sur les questions aussi de marché, donc d'économie, il a une approche qui est économique en se référant au cadre international et tout ça. Oui, mais contrairement à M. Ouedraogo, le libéralisme de droit commun, ce n'est pas de l'impérialisme. Hein. Mais effectivement, je pense qu'on tend, partout dans le monde d'ailleurs, vers la fin des idéologies anciennes. C'est fini ça. Il ne faut pas attendre d'un parti politique de vous dire, par exemple, qu'il est socialiste. Alors que même dans son action opérationnelle, parfois il est libéral ou même ultra-libéral. Et donc, j'en viens. Aujourd'hui, la mort des grandes idéologies est en train de s'enclencher. Il faut des programmes plutôt basés sur l'endogénéité. Je pense qu'il faut inventer d'autres modes. Parce que même ces systèmes-là en Occident, c'est vieillot, ça ne marche plus. Merci. Bilko. Alors Ali, professeur Soma, il est candidat. Maintenant, il y a quelque chose qu'on attend toujours. Quand quelqu'un est candidat, on dit, il est où? Opposition,
mouvance. Là, chez Soma encore, on reste dans le... Bon, il faut saluer le professeur Soma qui s'engage en politique à haut niveau pour être président du FASO. Ça demande quand même beaucoup de réflexion et puis un certain caractère quand même. Ce n'est pas une action aussi facile à prendre. Bon, maintenant, par rapport aux idéologies, Bilgo l'a si bien dit, on ne peut plus gagner aujourd'hui avec les idéologies. La preuve en Europe, quand vous regardez, ce sont les populistes qui reviennent aux affaires. On veut mettre tous les Noirs à la mer, les homosexuels, il faut ceci, cela. On veut faire croire aux gens que, bon, on peut refaire le monde d'une certaine manière, que le mal, c'est l'autre. Je pense que le professeur Soma n'arrive pas encore à se cadrer, mais en réalité, il veut seulement nous dire qu'il n'appartient à aucune idéologie donnée, ni fondamentale. Donc voilà, il n'est ni de gauche ni de droite. Il veut être assez pragmatique pour faire face aux problèmes des populations. Voilà. Et puis ensuite, Salif disait que le président Roch a autour de lui des gens qu'il ne connaît pas. Ah là, c'est très grave si le président Roch suit cette émission. Il doit se revoir parce que s'il ne connaît pas les gens qu'il nomme... Merci. Merci. On ne va pas parler du président. Pourquoi? On ne va pas parler du casting du président Roch ici. Alors, Bilgo, non, il ne s'agit pas du casting du président Roch. On parle de la candidature de Soma. Oui, et puis, juste une seconde pour dire que le besoin, en fait, d'expliquer une idéologie, moi, je pense qu'il faut faire le bilan aujourd'hui de la compréhension des idéologies par la masse populaire. C'est-à-dire, il y a combien de gens qui sont militants de grands partis, mais qui ne comprennent même pas ce que c'est qu'une idéologie, qu'est-ce que c'est que l'idéologie, et qu'est-ce que fondamentalement, dans la pratique de gouvernance, l'idéologie principale correspond à l'idéologie aujourd'hui. Donc il faut arrêter ces termes bateaux-là et reconstruire quelque chose de nouveau qui corresponde à notre culture et à nos pays. Alors Évariste, alors là on est déjà, on n'a pas fait la comptabilité, mais on n'est pas à moins de 10 candidats déclarés. Hein, et potentiellement on peut peut-être atteindre la quinzaine ou la vingtaine. Alors est-ce que c'est inquiétant quand même pour 2020 ? Pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'on sait que dans le lot, peut-être il y a 3 qui vont émerger. Tout le reste, personne fera 0,5... 0, 0, 0, je ne sais pas, c'est pas inquiétant. Comme je l'ai dit, c'est une stratégie. Comment expliquer cela? Donc cette volonté donc parce que ces déclarations de candidature ne sont pas forcément... Bon, je ne veux pas rentrer dans... On sait comment ça se passe. Les gens veulent en fait des positions. C'est leur propre situation qui les intéresse. Donc, et puis on sait, pour le cas du professeur Soma, Bilgo disait qu'il est affranchi de mentor. Dans son discours, il a fait référence à Isaac Zida. Il a dit qu'il pouvait le faire revenir ou collaborer quelque part. Qui me fait penser que peut-être il ne s'est pas affranchi. Mais ça, beaucoup le disent. Il y en a qui disent qu'il ne s'est pas affranchi de son maître. Mais quand tu lances ton mouvement, il doit s'assumer. Maintenant que, je ne sais pas. Mais pour moi, je n'ai rien vu d'innovant. C'est pratiquement la même chose. Salut, vous terminez? Oui, bon, je dirais pour terminer, cette multitude de candidats, vraiment, c'est de la dynamique démocratique. C'est normal, n'importe qui peut vouloir... Pas n'importe qui, tout le monde. N'importe qui, tout le monde. Tout citoyen. N'importe qui, quand même. N'importe qui, voilà. Tout citoyen peut vouloir diriger ce pays. Mais le cas du professeur, bon, il a aussi ses idées. Parce que je l'ai suivi un peu, il a dit qu'il mettra en place un conseil de gouvernement. Et il va ramener le nombre de... C'est pas un conseil de gouvernement. C'est selon... Il va ramener son gouvernement sera de 15 personnes. De 15 personnes. Maximum, et chaque région avec son ministre. Donc voilà, c'est une option politique. Je peux réagir. D'accord, allons-y. Tout le monde peut... Ça prouve qu'il est encore un peu novice en politique. Parce que pour arriver à ce stade-là, le nombre de courtisans que vous avez, quand vous arrivez au finish, ça m'étonnerait qu'il n'ait que 15 ministres pour nommer. Il peut être novice et volontaire, et dans sa volonté, peut-être qu'il va y arriver. Merci voilà. à vous. Merci. On va terminer les sujets au plan international africain, tout juste à côté de nous, au Togo. C'est la question de la réforme constitutionnelle qui est d'actualité. On a suivi un peu la crise qu'il y a eu, la crise politique, avec toutes ces marches qu'il y a eu. Alors finalement, le pouvoir a eu raison. Donc l'Assemblée a donc adopté la réforme constitutionnelle. Ce qu'on va dire à l'intérieur, c'est que la réforme constitutionnelle qui prévoyait un mandat présidentiel donc limité dans le temps, donc 2 mandats, un mandat de 7 ans renouvelable, est passé maintenant à un mandat de 5 ans renouvelable. Et les députés feront désormais 18 années, donc un mandat de 6 mois, de 6 ans renouvelable 2 fois. Voilà. Et en plus, le président, donc Faure Yadema, après le chose, il est bombardé, il est bombardé sénateur. Voilà en fait les réformes qu'il y a. L'opposition n'est pas contente parce que on revient à la case départ.
Faure a encore 10 ans à faire. Plus. Ils sont arrivés à trouver... Bon, dès le départ ici sur le plateau, nous avons tous demandé, enfin, analysé dans toutes nos analyses, nous avons dit à l'opposition de faire très attention, de ne pas penser que le chemin burkinabé est le seul chemin pour arriver à trouver des résultats politiques. Chaque pays a ses valeurs, a sa manière de faire. Donc vouloir copier ce qui s'est passé au Burkina Faso pour changer, ça peut ne pas déboucher. Donc il fallait que l'opposition togolaise s'implique beaucoup plus dans l'action politique pour arriver au changement voulu. Je pense qu'ils n'ont pas très bien voulu écouter, ils n'ont pas voulu utiliser cette voie. Donc ça a permis au président Faure de bien réajuster la constitution à sa taille. Et puis à la fin, il devient sénateur. Donc bon, tout est bien qui finit bien pour lui, quoi. Il est tranquille. Avec une amnistie, c'était Voilà. également une amnistie sur toutes ses actions, pendant qu'il était chef de l'État. En fait, le cas togolais caractérise l'amateurisme politique de l'opposition africaine. Parce que je me rappelle, c'était en juillet 2017, les partis politiques d'opposition au Togo étaient au nombre de 14 partis politiques qui se sont vraiment coalisés pour violenter le président actuel, qu'il estime que son papa, le vieux Eyadema, a gouverné 40 ans le Togo, et depuis 2005, Faure est au pouvoir, donc 14 ans. Ils ont estimé que 54 ans au pouvoir relève de la monarchisation du pouvoir togolais. Donc, ils ne veulent plus ça, comme ils veulent suivre l'exemple burkinabé. Et malheureusement, l'opposition togolaise a joué à la chaise vide. Et l'élection de décembre, législative de décembre, l'opposition s'est abstenue. Donc, ils ont permis aux partis au pouvoir de prendre toute l'Assemblée. Donc, c'est normal, puisque dans l'hémicycle togolais, et sur les 93, oui. Voilà, il y a 90 votants. Ils ont voté la réforme constitutionnelle. L'opposition togolaise n'a que ses yeux pour pleurer. Donc, ce qui permet à l'actuel locateur au Togo d'être candidat en 2020, 2025 et 2030, assorti d'une amnistie depuis 2014. Donc, c'est l'attitude de l'opposition togolaise qui l'a mis dans cet état. Mais la question reste entière. Est-ce qu'avec ça, on peut penser que le Togo va être un fleuve tranquille? Parce que même si l'opposition n'est pas à l'Assemblée, n'a pas adopté, mais elle conteste la continuité du pouvoir de Faure Gnassingbé. Est-ce que là, oui, c'est le droit contre la volonté populaire ou la volonté politique? Est-ce que le Togo est bien en ce moment-là? C'est vrai que quand on regarde, on espère que ça va permettre au Togo d'avoir un meilleur avenir, parce que quand même les Togolais ont beaucoup souffert, ils ont été éprouvés depuis les années 99 jusqu'à maintenant. Mais quand on regarde, on a l'impression qu'ils ne font que déplacer le problème, on l'a retardé. Personne ne vous dit qu'au bout de 10 ans, il ne pourra pas se présenter, parce que le caractère intangible de cet article contesté n'a pas été totalement levé, puisqu'il y a la possibilité de le modifier par voie référendaire, ce qui nous ramène dans notre contexte. Si dans 10 ans, il est encore fort, ils peuvent utiliser, et ça va encore amener des problèmes. Donc, je ne sais pas, je me dis peut-être qu'ils vont gagner encore du temps, les Togolais gagneront encore 10 années, mais au bout de 10 années, tout va dépendre de la volonté de M. Faure de manipuler donc la Constitution par la voie référendaire pour rester ou bien pour s'en aller. Alors, voilà. Bilgo, est-ce que finalement c'est l'opposition qui se fait avoir, qui tente donc par le renversement par la rue, qui n'y arrive pas, qui pratique la chaise vide et finalement qui se retrouve avec une situation... Non, moi je ne pense pas que c'est l'opposition, mais Salif disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il faut qu'on se pose la question même de la démocratie adaptée à nos pays, à l'Afrique. Est-ce que ça nous correspond? Est-ce que c'est comme ça que l'on veut diriger nos pays? Cette démocratie importée, copier-coller à brut, là, est-ce que ça nous correspond? Parce que ça appelle deux questions. Première question, est-ce que ce que Faure a fait est légitime? Oui, constitutionnellement. Il a respecté le parcours, il a le droit, c'est normal, c'est légitime.
Est-ce que c'est moral? Non, ce n'est pas moral. Est-ce que c'est éthique par rapport à nos sociétés, à sa société? Non, puisque c'est contesté socialement. Et dans ce cas-là, comment on fait? Parce qu'ailleurs, dans les démocraties anciennes, dès que c'est légitime, ça s'est appliqué, point barre, on ne bronche pas, tout le monde suit. Trump a été voté par les grands électeurs, mais Hillary Clinton a gagné dans la masse des votants. Mais c'est Trump qui est le président. Est-ce que c'est illégitime? Non, ce n'est pas illégitime, c'est légitime, c'est comme ça. Imaginez que chaque peuple va contester à chaque fois. Donc revoyons nos constitutions, revoyons même notre mode de gouvernance et démocratique pour que ça soit adapté à nos populations et à nos besoins. Contraignons de plus en plus nos dirigeants avec des contre-pouvoirs. Alors, Bilbo, on va prendre notre premier téléspectateur qui s'intéresse à la question de la libération des otages au nord du Burkina. Il s'agit de Eric Congo qui appelle de Ouaga. Oui, allô? Monsieur Congo. Oui, bonjour Lukman. Oui, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Merci beaucoup. Je voulais intervenir par rapport à la libération des otages. D'accord. Et moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que les uns et les autres ont suivi la conférence de presse du général François Lecointe et puis la ministre des Armées? Parce que ça a été expliqué. C'était le vendredi 10 à 15 heures. Voilà. Ils ont expliqué comment l'opération a été menée. Et le général même l'a dit de sa propre bouche. Nous remercions l'implication des forces spéciales burkinabées. Voilà. Parce que ce qu'il a dit, c'était une opération d'une extrême dangerosité que peu d'armées au monde sont capables de mener. Et ils ont félicité les Burkinabés et les Américains, les Burkinabés notamment dans la progression de logistique et dans le renseignement. Donc, douter encore de l'implication, parce qu'ils n'ont pas dit la contribution, ils ont dit l'implication. Et Madame la ministre a rassuré que ces éléments, les troupes françaises sont permanemment sur le territoire burkinabé et assurent la formation continue de ces troupes spéciales. Et c'est dans la nuit noire qu'ils ont fait la progression. Moi, vraiment, je suis très satisfait, content de savoir que nos unités spéciales ont participé à cette opération. Il faudra qu'on sache que les forces spéciales burkinabées, quoi qu'on dise, on est en train de se reconstruire. Et à Malin, quelque chose est bon. On ne pouvait pas avoir une meilleure situation en temps réel que ce genre de choses. Franchement, moi, je félicite l'armée burkinabé. Et encore une fois de plus, nous sommes sûrs que dans les jours à venir, de telles opérations vont servir à nos forces spéciales pour mener des libérations. Vraiment, merci beaucoup aux forces spéciales burkinabé. Et aussi, demander à tout un chacun aussi de chercher parfois les informations, puisque il y a des choses qu'on peut retrouver sur YouTube et autres. La conférence de presse a été très claire et le Burkina Faso a été impliqué dans l'intervention. Monsieur Congo, je crois qu'ici, tout le monde est d'accord que le Burkina a été impliqué. La question, c'est que ce sont les Français qui disent, voici ce que le Burkina a été impliqué, mais le Burkina eux-mêmes ne disent rien. C'est ça le problème. Et la question a été dit, pourquoi le Burkina n'explique pas comment sa participation a été faite? C'est ça le... Voilà. Exactement. Cette question a été posée. Pourquoi les Américains n'ont même pas communiqué? Et Madame le ministre a dit que nous gardons de commenter ce genre de choses. Voilà. C'est une communication commune qu'ils ont tenu à faire. Il y a un journaliste qui a posé la question ce jour. Et même le général n'a pas voulu rentrer dans les détails. Ils ont seulement dit, nous saluons le professionnalisme des forces spéciales burkinabées. Parce qu'ils ont dit que les Américains, surtout, les renseignements, l'observation. C'est ce que le général a dit. Merci, Monsieur Congo. Merci beaucoup. C'est vrai, j'ai suivi un peu, mais j'avoue que je suis un peu mal à l'aise. Parce que personne ne peut souhaiter que... Nous, tout ce qu'on attend, c'est quoi? Que nos forces de défense aillent sécuriser Congoussi, qu'ils aillent empêcher qu'on enferme les églises ou qu'on fasse des enlèvements. C'est ce que tout le monde va applaudir. Si c'est bien, c'est ce que nous voulons en fait, c'est les résultats. Maintenant, je ne comprends pas très bien sa réaction. C'est pour dire qu'on n'est pas content ou quoi? Non, mais il y a aussi à côté, comme on le dit... Non, mais, nous voulons que les FDS sauvent des vies. Au Burkina, il y a quand même des otages qui sont toujours... Il y a des otages, on a le docteur Elliott, mais il y a plein d'autres. Il y a des agents de certaines... Tous les jours, il y a des trucs qui sont restés, qui sont en otage. Le curé de la paroisse. Voilà, jusque-là, on n'a pas de ces nouvelles. Bon, Lukman, tu vois cette question de terrorisme-là, comme le pays est en guerre, il faut encourager nos forces de défense et de sécurité. Et il faut les encourager sur le terrain. Nous, en tant que journalistes, nous devrions quand même, dans nos
commentaires, à voir le côté social du journaliste. Il ne faut pas jeter l'opprobre à notre armée en temps de guerre. Il faut changer de ton. Il faut changer de ton et encourager nos forces de défense et de sécurité à vaincre le terrorisme. Ali? Bon, je ne sais pas comment répondre. Nous, ici, sur le plateau, ici, on n'a pas du tout, comment on appelle ça, découragé nos forces de défense et de sécurité. Dès le début, dès le départ, j'ai dit que c'est sur ce plateau que nous avons été les premiers à dire, lorsqu'on a tiré à Cappuccino, attention, notre pays est en guerre. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Nous sommes là aujourd'hui. Et nous sommes des journalistes. Les journalistes, la responsabilité sociale des journalistes, ça ne veut pas dire omettre ce qui est là, les faits. Ça ne veut pas dire omettre les faits. Nous donnons les faits. Nous ne trahissons pas les faits. Il ne faut pas nous faire faire ce que le journaliste ne nous demande pas de faire. Ici, nous ne sommes pas là pour trahir les faits. Ceci étant, nous sommes tous d'accord qu'en tant que Burkinabé, nous voulons qu'il y ait la paix dans notre sécurité, dans notre pays, qu'il y ait la sécurité dans notre pays. Nous exhortons nos forces de défense et de sécurité à faire le travail et à gagner le combat sur les terroristes. Mais en tant que journalistes, nous devons également analyser les faits froidement, expliquer aux gens ce qui se passe. Et c'est ce que nous faisons depuis. La question ici, Salifou, la question c'est ici, l'impartialité. Oui, d'accord, la question Voilà, ici, l'impartialité là est très importante. Oui, Salifou, la question Ne ici, tirez pas. il y a une bataille médiatique qui est enclenchée. La France, les États-Unis, le Burkina. On se rend compte que le Burkina, dans cette bataille, n'est pas présente. Parce que les Français expliquent comment l'opération s'est faite, etc. Eux, on ne dit pas comment les forces burkinabées ont procédé, ont fait ceci, cela. C'est là la question. Oui, je crois que le téléspectateur a réagi parce que c'est vrai que sur ce sujet-là, on a été un peu divergents et parfois on a fait à minima en fait le rôle de l'armée burkinabé. Moi, j'ai suivi la conférence de presse dont il parle là et c'est clair. C'est vrai qu'ils ont remercié le Burkina Faso, mais dans le déroulé, on voit plus une espèce d'angélisme de l'armée française, un courage absolu d'une armée qui est venue dans un territoire et qui a remporté un haut fait de guerre, quoi, principalement. Ils ont même l'amiral. Ça aurait été même impoli de leur part de ne pas citer l'armée burkinabé, d'autant plus que l'opération se passe au Burkina Faso. Maintenant, effectivement, je pense que les journalistes doivent relater les faits, les commenter froidement, et l'impartialité du journaliste ne fait pas de lui non plus un mouchard ou, si vous voulez, un trouillard, entre guillemets. Moi, ici, par exemple, je ne parle pas en tant que... Je ne suis pas journaliste, donc je ne parle même pas en tant que journaliste. Ça veut dire que j'encours même plus de risques même que les journalistes professionnels qui portent la question ici. Merci, Bilgo. Voilà. On a le deuxième téléspectateur. On va revenir parce que c'est le même sujet qui l'emporte aujourd'hui. Alors, deuxième téléspectateur, M. Ahmed Sawadogo qui appelle de Dori. Oui, bonjour. Monsieur Sawadogo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour intervenir par rapport à la libération d'otages. Allez-y. Oui, bon, moi, franchement dit, moi, je ne comprends pas le tapage qui se fait autour de ce sujet-là, parce que au Burkina même, on a toujours des Burkinabés qui sont en otage au Burkina ici. Et bon, je comprends ce qui me dit que notre armée n'est pas à mesure de libérer nos otages, des otages burkinabés. Ça, c'est ma compréhension de un. Bon, si c'est le cas, si la France a des otages sur notre territoire et que la France décide de venir les libérer, moi, personnellement, à la place du président, je vous dis, voilà, vous libérez nos otages d'abord avant de libérer vos Français. Oui, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse permettre qu'on vienne libérer des otages étrangers. Pendant ce temps, il y a des Burkinabés qui sont pris en otage, qui attendent, que leurs familles aussi attendent qu'ils soient libérés. Oui, c'est bien vrai que voilà, le français est plus important aux yeux du président Macron que voilà, que peut-être au Burkina. Mais ça, voilà, mais je pense que si nos FDS ne peuvent pas libérer des otages burkinabés, le président burkinabé aussi avait un mot à dire. Voilà, avant de libérer vos otages, vous allez libérer nos otages aussi.
Merci, M. Sawadogo. On vous a entendu. Merci pour votre participation. Évariste? Oui, j'ai bien suivi. Je pense que c'est une intervention très pertinente et c'est un peu le sentiment aussi que j'ai eu. Mais en fait, on ne peut pas ne pas commenter le fait pourquoi. Voyez-vous, est-ce qu'une telle opération pourrait se produire aux États-Unis ou bien dans une autre puissance, dans un autre pays souverain? Ça pose aussi un problème de souveraineté, la nature même. Et qui dit la souveraineté aussi, il y a aussi un problème de compétence. Peut-être parce que nous n'avons pas été capables, et puisque nous-mêmes ne sommes pas capables de sauver même de résoudre même nos propres crises, les gens viennent ailleurs pour le faire. Maintenant, c'est vrai, au niveau des relations internationales, il y a courtoisie, il y a tout, ils ne peuvent pas ne pas dire. Ce que nous attendons, effectivement, comme je l'ai dit ici de nos FDS, c'est qu'ils agissent de la même manière. C'est ça. Alors, M. Sawadogo a dit que pourquoi est-ce que, voilà, nous on a des otages ici, on en a cité tout à l'heure, il y a même un abbé qui est toujours en otage, on n'a pas de ses nouvelles. Alors, mais pourquoi la France ne viendrait pas aussi aider le Burkina à libérer pourquoi peut-être que le président Roch aurait dû mettre ça au change? Bon, écoutez, vous faites ça, mais faites aussi pour mes compatriotes. Bon, moi, vraiment sur cette affaire de sécurité, c'est le combat vraiment national. Et il ne faut pas indexer une armée, notre armée par exemple, et dire que l'armée n'est pas à la hauteur. L'armée burkinabé sollicite une aide extérieure pour délivrer des otages. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois que nous sommes dans une guerre asymétrique. On ne sait pas d'où l'assaillant va frapper. Donc, de ce point de vue, je crois que toute aide est la bienvenue. Il ne faut pas polémiquer autour de... L'armée burkinabé n'a rien fait. C'est l'armée française qui a tout fait, donc notre armée est nulle. Non, moi, personne ne l'a dit ici. La question, c'était de dire, suite à ce que le téléspectateur dit, nous avons aussi des otages au Burkina. Ça, en fait. On a un abbé qui est otage, on a d'autres, des agences, des organismes qui sont otages. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi l'effort de mener une opération en complicité avec la France, les États-Unis, de nous aider aussi à le faire pour sortir nos compatriotes? C'est là aussi la question. Est-ce que c'est une préoccupation? Oui, il faut faire attention. Je pense qu'aussi, même la coopération militaire a des limites au niveau des engagements. Et Évariste parlait tout à l'heure de souveraineté. Et je pense que les États-Unis n'ont pas signé de pacte colonial. Et la question de la souveraineté, c'est nous qui avons signé des accords militaires, de coopération militaire avec la France, etc. C'est ça qui permet à une puissance étrangère de pouvoir intervenir sur notre territoire. C'est avec notre avis. Donc il n'y a même plus la question de souveraineté, n'est même plus à poser, puisque nous sommes d'accord, nous avons signé. Ensuite, il faut reconnaître aussi qu'il est plus facile de trouver 3 Blancs à Tongomayel dans le nord, piégé par des Noirs. Non, j'arrive. Je parle du volume. Là, on avait au moins 4 Blancs embastillés par des Noirs dans une masse de Noirs. C'est plus facile que de trouver, par exemple, un enseignant burkinabé qui peut se fondre facilement dans la masse ou qui est facilement dissimulable. Et donc, je pense que les forces de l'ordre font des efforts. Ils travaillent comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, et surtout d'arrache-pied, à faciliter ou à juguler cette crise-là. Personne sur ce plateau, je ne pense pas, personne sur ce plateau n'a pu remettre en cause, en fait, la volonté et le courage des forces de l'ordre à libérer le pays. Birgo, merci. Et sauf qu'il y a un Roumain qui est parti en 2015, il est toujours vivant, semble-t-il, et il y a le docteur Elliott qui ne sont pas aussi tout noirs qu'on le dit. Il est détenu où? On prend je ne sais pas, je ne peux pas dire. Alors, on prend notre troisième téléspectateur, M. Adama Dianda, qui appelle de Ouaga, sur la même question de la libération des otages. Monsieur Dianda. Oui. Bonjour. Voilà, bonjour. En fait, je voudrais intervenir au niveau de la libération des otages. D'accord, allez-y. Voilà. Bon, ce que moi je voudrais dire, après toutes les paroles écoutées, moi je voudrais intervenir sur... Je pense que tout cela me semble, mon avis personnel, je pense que ça ressemble à une mascarade en fait. Et vous voyez, parce que on ne peut pas comprendre qu'un État souverain et l'État même n'est pas capable de, quand il y a un problème dans son État, il n'est pas capable de gérer, il faut faire appel à des puissances. Bon, cela m'appelle à poser des questions, à savoir que, est-ce que nous sommes réellement indépendants? C'est-à-dire, l'indépendance qu'ils effectuent,
l'argent de l'indépendance qu'ils prennent pour faire la fête de l'indépendance, moi je pense que ça ne sert pas. Vous devez prendre cela et l'utiliser ailleurs. Franchement, parce que moi je pense que l'indépendance, vous dites que vous êtes indépendant, vous n'êtes pas capable, il faut toujours faire appel à la France et aux États-Unis. Moi je pense que c'est pas logique. D'accord. Alors, vous parlez d'autres choses. Alors, juste pour dire à M. Diandaki ici, ce n'est pas le Burkina qui a fait appel à la France pour venir libérer ses otages. C'est la France qui a décidé de venir libérer ses otages sur le territoire burkinabé en collaboration, bien entendu, avec le Burkina. Oui, voilà. Oui, mais tout cela, mais si vous regardez, c'est sur le plan même diplomatique, bon, on peut parler de violation même, parce que c'est pas logique. Un État souverain, un État indépendant, et vous venez intervenir comme cela. Moi, je pense que, à mon avis personnel, moi, je pense que ce n'est pas logique. D'accord. Justement, voilà. Ça me permet de rebondir parce que Lionel essaie... Et j'aimerais ajouter quelque chose. Je partage l'avis de M. Évariste et puis M. Bilgo. Franchement, je suis d'avis avec eux. D'accord, merci pour votre soutien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En fait, ça me permet de revenir sur la question. En fait, Bilgo a voulu un peu édulcorer ce que j'ai dit en disant que la souveraineté... Oui, la souveraineté, parce que tu as brandi les accords pour justifier, mais un État souverain ne peut pas sous-traiter la question sécuritaire. Parce que c'est une question régalienne. Si vous n'êtes pas capable de prendre en charge votre propre sécurité, qui viendra le faire pour vous? Ce n'est pas les Qataris qui viendront vous donner des chars pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je rêve. Je pense que Évariste, du haut de l'expertise et de l'expérience analytique et d'observation qu'il a de la situation de notre pays, je pense qu'il devrait se rendre compte depuis longtemps que c'est ainsi dans les pays africains. Attendez, que vous sous-traitez même votre sécurité. Mais je veux qu'on change. Non, j'arrive. Oui. Que vous sous-traitez votre sécurité, puisqu'il y a des milices partout, mais il n'y a même pas que la sécurité. Mais on a condamné. On a condamné les milices. Il n'y a même pas que la sécurité. On a condamné. Même votre faim. Vous sous-traitez votre nourriture, même vous sous-traitez. C'est-à-dire votre éducation, vous sous-traitez. Donc ça veut dire la sous-traitance est globale. Et ça, mais il faut que ça change. Donc ça pose le problème de la souveraineté. Non, ça change. Si tout est sous-traité, même des questions de souveraineté sont sous-traitées, donc il n'y a pas d'indépendance. Ce n'est pas une question de souveraineté même que ça pose. C'est une question d'auto-existence que ça pose. Est-ce que nous existons même? Nous avons mot à dire au fond dans le concert des nations. Autodétermination. Maintenant, ça c'est... Attendez, les accords là, c'est signé par qui? Par les personnes que vous avez élues, démocratiquement, c'est ce que j'ai dit. Qui signent en fait les sous-traitances. Donc, on ne peut pas nous prévaloir de nos propres cultures, c'est ça. Moi, je reviens sur la question sécurité. Je répète, je dis et je répète, personne ici sur ce plateau n'a dit que nos forces de défense et de sécurité ne font pas le travail et qu'ils ne se donnent pas. Il y en a beaucoup qui meurent tous les jours sur nos territoires. Ils sont très jeunes et nous déplorons ça. Je n'aime pas les cas personnels, mais il faut que je donne de temps en temps pour que les gens comprennent. Moi, mon propre cousin, ce n'est pas un cousin ouïa, un vrai cousin, il est mort, il a sauté sur une mine. C'est un enfant qui est né en Côte d'Ivoire. Il est venu ici dans son pays, il est mort sur une mine, il a sauté sur une mine. Donc quand on parle, ce n'est pas qu'on est contre le Burkina Faso, on n'est pas contre notre armée, on dit seulement à notre armée de monter beaucoup plus en puissance et de prendre en sécurité, de prendre le pays en sécurité. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Si tous les jours on peut se promener tranquillement, si on peut parler du Burkina Faso aujourd'hui sans dire qu'on a pris quelqu'un hier, on a pris quelqu'un avant-hier, ils sont en train de brûler un temple évangélique ou bien un temple, ceci, cela, alhamdoulilah. Nous tous, nous serions contents. Mais il ne faut pas non plus venir jeter des fleurs à une armée pour dire non, il ne faut pas critiquer l'armée, faut pas critiquer. Non, nous sommes là, on peut critiquer l'armée. Si elle travaille bien, on dit que c'est bien. Si elle ne travaille pas bien, nous pouvons critiquer. C'est une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance. Ce n'est pas le militaire en tant que tel. Et comme l'a dit M. Sawadogo, pourquoi est-ce que quand les Français viennent libérer leurs Français, pourquoi est-ce que notre président ne dit pas, mais écoutez, moi aussi j'ai mes compatriotes qui sont là, donnez-moi aussi les moyens de les libérer. C'est ça aussi les États. Alors on va prendre le dernier téléspectateur, M. Saïdou Zio, qui appelle de Ouagadougou sur donc, le même sujet, la libération des otages. Monsieur Zio. Bonjour, M. Loukman. Bonjour, M. Zio. Et bonjour à votre invité également. Ils vous ont entendu. Allez-y pour votre intervention. Voilà. Je voulais demander à savoir, les otages français à Kosiam, ça donne quoi au Burkinabé? Par rapport à un médecin ou un infirmier enlevé à Bourjania, qui n'a même pas été à Kosiam.
Bon, peut-être que la question revient à la COSIAM qui va répondre, hein, parce c'est les valeurs. On a constaté, mais en réalité, c'est pas extraordinaire, hein, ça se fait comme ça. C'est au Burkina qu'ils ont été enlevés, c'est au Burkina qu'on a pu donc les reprendre. Donc c'est tout à fait normal que le président du Faso les reçoive, parce qu'ils ont été reçus par la suite par le président français. Donc logiquement, dans le symbole, ça pose pas de problème. Nos propres otages. Non, moi je pense que ce que le monsieur dit. Même pas COSIAM. Ça allait voir. C'est un sentiment partagé, mais bon. Vous estimez qu'il ne devait pas aller à COSIAM? Mais il y a d'autres otages. Ah non, mais si les Français peuvent aller à COSIAM, pourquoi pas les Burkinabés aussi? C'est ça. C'est ça. Si, il y a eu des gens... D'accord, merci M. Gio. Oui, et puis bon, pour embrayer sur ce que monsieur dit, il y a des instituteurs qui ont été assassinés à l'est du Burkina Faso. C'est un problème. Voilà, il y a eu un communiqué laconique qui annonce leur décès. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on est au thème de l'émission. On est au thème de l'émission. C'est de ça que nous parlons. On est au thème de l'émission, voilà. Mais il faut aussi comprendre que tout ça se fait. C'est la communication, c'est la diplomatie, et tout ça entre dans un système de communication. Et c'est pas mauvais de le faire également. Donc on va remercier tous ceux qui ont contribué, qui ont participé, qui sont donc donnés comme pour centre d'intérêt cette question de libération des otages. Alors merci à vous donc d'être venus sur ce plateau. Je rappelle que j'étais avec Bilgo Lionel, directeur Afrique de Téménis Média. Merci Bilgo d'être passé sur ce plateau. Alors Dr Évariste Fossin-Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, Association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC. FORAC, c'est le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis Mamadou Ali Compaoré, journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien présentateur, ancien rédacteur en chef également. Merci d'être venu. Et puis Salifou Ouedraogo, journaliste, fondateur de Racine. Racine, c'est un journal burkinabé. Périodicité, date de parution. Racine est un bimensuel. Tu connais bien Racine. Tu as travaillé dans Racine. Non, je veux que tu parles aux téléspectateurs. Tu connais Racine est un bimensuel d'information générale. Tout à fait. Voilà, qui paraît depuis pratiquement 1994. Racine a plus de 20 ans dans le paysage médiatique. Merci. Merci pour la survie. Voilà. Parce que le média ne survit pas aussi longtemps que ça. Merci vraiment pour ça. On est fiers de t'avoir eu ici avec cette somme d'expérience. Et merci d'être passé. On dira merci tout cas, aussi je félicite les animateurs de ton plateau. Merci beaucoup. Tu fais partie des animateurs désormais. Merci aux téléspectateurs. Élève le niveau des citoyens. Merci aux téléspectateurs. téléspectateurs. Une tribune d'expression libre où chacun dit ce qu'il pense. Et vraiment beaucoup, je te félicite. Merci beaucoup, Salif. À continuer vraiment sur ce pas. Merci beaucoup pour ta participation. On t'attend pour la semaine prochaine également. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.